Coin, coin. Bonsoir. Lyon, avec ses 59 communes avoisinantes, compte près d'1,4 million habitants, soit la deuxième agglomération de France après Paris. Pour intervenir au plus vite dans une telle métropole, les pompiers ont déployé un dispositif impressionnant. Ils sont près de 6 000, le plus gros effectif de pompiers civils du pays. Vous allez vous équiper, les gars. À l'intérieur, il y a qui dans l'appartement? On y va. Au cœur de la ville, la caserne de Lyon-Gerland, 130 sapeurs-pompiers au rythme effréné, avec près d'une centaine d'interventions chaque jour. Incendie, Putain, un truc de ouf. accident de voiture, secours à la personne. Ça va aller, madame. Pendant plusieurs mois, nous avons partagé la vie de ces hommes engagés, de ces héros du quotidien, prêts à tout pour sauver la vie de leurs concitoyens. Allongez-vous au sol, voilà, ne bougez plus, d'accord? Nous, on va descendre, on va vous sortir, d'accord? Voici 100 jours avec les pompiers de Lyon, un reportage de Jean-Luc Lenné pour Palace Télévisions et C8. Lyon, il est 21h. Les pompiers de la caserne de Gerland sont appelés sur une urgence. Un accident de la voie publique à Vénissieux, en banlieue lyonnaise. On a la notion d'un incarcéré ou de 2 blessés, donc au niveau de la station-service Carrefour Vénissieux. Donc pour le moment, on n'a pas plus d'informations à notre disposition. L'accident s'est déroulé sur une route, le long de la Rocade, le périphérique lyonnais. Un des blessés, le passager, a été sorti de la voiture, le visage en sang. C'est un jeune homme de 18 ans. Et après, s'il vous plaît, je vous demanderai de vous écarter, s'il vous plaît. Le véhicule a heurté de plein fouet ce pylône de signalisation de la Rocade. Le choc a été violent. L'avant de l'utilitaire est totalement détruit. L'autre victime, le conducteur, est toujours coincé dans le véhicule. Ce jeune homme de 21 ans est le plus gravement blessé. T'as mal à quelle hauteur? Fais-moi voir à quelle hauteur t'as mal à la jambe. Il est pris en charge par Dominique, 53 ans, 30 ans d'expérience chez les pompiers. Est-ce que t'arrives à bouger les doigts de pied, là? L'urgence, c'est d'évaluer si la colonne vertébrale est touchée. Tu sens quand je touche, là? Ouais. Chef, je suis super mal posé, j'ai super mal. Mais avant de te sortir n'importe comment et de faire mal, il faut qu'on regarde ce qu'il y a. Dominique doit faire un bilan de toutes les blessures de la victime pour l'extraire du véhicule en toute sécurité. T'as mal au genou, c'est ça? Je te fais mal, là? Doucement, souffle. Le jeune homme souffre énormément. Sa jambe droite est sans doute cassée. Dominique doit l'immobiliser avec une attelle pour éviter d'aggraver les lésions. Ah, je t'explique. Je vais te mettre une attelle sur la jambe. Tu risques d'avoir mal 2 secondes le temps qu'on la mette. D'accord? Mais ça va t'immobiliser, après tu iras mieux. On va te mettre un peu d'oxygène pour respirer mieux. D'accord? Et ça te fera moins mal. Les pompiers ne sont pas médecins. Ils ne peuvent pas administrer de médicaments. Alors, ils lui donnent un gaz anesthésiant pour calmer la douleur. L'autre victime, le passager, a une fracture ouverte de la cheville. Il faut immobiliser sa jambe dans une attelle, mais le moindre mouvement le fait hurler. Ah monsieur, oh non, là, vous faites trop mal à la télé. En fait, la tête, au contraire, ça va vous maintenir, ça va soulager la douleur dans 1 minute, d'accord? Même opération pour le conducteur, toujours incarcéré. Je vais te lever la jambe. On va glisser une attelle dessous, on va te la refermer et après on te sort. Je vais aller doucement, mais il va falloir serrer les dents 2 secondes. C'est bon pour toi? T'as compris ce que je vais faire? Allez, serre les dents. Allez, 1. Le temps presse. Il faut l'évacuer au plus vite pour éviter que son état ne se détériore. Non, 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 s'il vous plaît. Non, 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 non. Chef, mon bassin, il se décale en même temps. Attendez, s'il vous plaît. Mauvaise nouvelle, l'homme se plaint de douleur dans le bassin. Je vais rentrer dans la voiture, moi je vais te prendre le bassin. Il y a un qui va se mettre aux jambes, il va te lever, on va t'asseoir sur une planche, on va te sortir et on va t'allonger. D'accord? Allez, je rentre dedans. L'extraction va être encore plus délicate. Attendez.
Un os cassé dans le bassin pourrait déchirer une artère. Est-ce que je te fais mal, Ouais. Ou je te fais mal? Tu me dis quand t'es prêt, Bob. Allez, la planche est prête? Ouais. Ok, des pieds à la tête, êtes-vous prêts? Ouais, celle-là, la planche. Dominique et ses collègues vont devoir prendre toutes les précautions pour sauver la vie de cet homme. Regardez où? Des interventions comme celle-ci, les pompiers de Lyon en réalisent près de 34 000 par an. Avec plus d'1 400 000 habitants, Lyon est la deuxième plus grande agglomération de France. À mi-chemin entre Paris et Marseille, elle est l'un des maillages routiers les plus importants de l'Hexagone. Chaque jour, plus de 2 millions de véhicules se croisent sur les 12 000 km de routes, rocades et autoroutes. Alors forcément, les accrochages sont nombreux. Madame, je vais passer les mains partout sur votre corps, d'accord? Quand ça fait mal, vous dites aïe, ok? Pour les prendre en charge, plus de 6 000 hommes. Parmi eux, Hervé, 50 ans, pompier à Gerland depuis 4 ans. C'est l'une des 11 casernes spécialisées dans les gros accidents de la route avec désincarcération. On va travailler en binôme, tu me sors les 2 pinces. Et ce jour-là, il va être confronté à un accident d'une violence inouïe. Le principal, c'est de faire une grosse brèche de manière à pouvoir sortir la victime rapidement. Vous nous dites, Doc, quand on peut découper? Allez, attention pour la coupe. Allez, on coupe. Le cœur de leur métier, les incendies, des interventions sous haute tension qui peuvent dégénérer très vite. Arnaud, 43 ans, va se retrouver au cœur du brasier. Vous allez où, vous? Sortez du bâtiment, monsieur. Il va devoir mettre les habitants de tout un immeuble à l'abri du feu et des fumées toxiques. Tout ce qui est là pour protéger la gaine d'escalier a dysfonctionné, ce qui fait qu'on aurait pu avoir des intoxiqués. Accident, tentative de suicide, bagarre, 7 jours sur 7, les pompiers viennent au secours de la population. Une vocation qui a rattrapé Célia. Vous étiez à l'arrêt, vous étiez comment vous pendant cet accident-là? À 26 ans, cette jeune graphiste s'est engagée comme pompier volontaire avant de devenir professionnelle. Sa passion, aider les autres. Quand on fait le pompier, c'est aussi pour le contact humain. Être là pour les autres, c'est notre devoir aussi de les aider, de les réconforter, de trouver des mots justes. Un métier qui les oblige régulièrement à faire face à la mort. C'est difficile, hein. C'est des images qu'on aimerait ne jamais avoir et qui peuvent rester gravées un petit moment. Pour le supporter, les équipes se serrent les coudes et comptent sur leurs collègues, leurs frères d'armes. Nos psys à nous, ils sont là, quoi. Ils sont autour de nous, autour d'un café, autour d'un repas. Car tous ont la passion de ce métier qui leur demande beaucoup, mais qui leur donne encore plus en retour. Immersion avec les pompiers de la caserne de Gerland. Nous retrouvons les 2 jeunes hommes victimes d'un grave accident de la route. Non, s'il vous plaît. Dominique et ses collègues tentent toujours d'extraire le conducteur du véhicule. Allez. Il souffre du bassin et de la jambe droite. Ok, des pieds à la tête, êtes-vous prêts? Allez, il est dessus. Allez, Voilà, c'est bon, t'es dessus. Encore la planche. Encore 20 cm. Là. Après plusieurs minutes d'effort, la manœuvre réussit. Mais le jeune homme a beaucoup souffert et il est à moitié inconscient. Ouvre les yeux, Gun. Un petit coup. Allez. Allez, prêt pour glisser. Prêt. Une seconde équipe va prendre en charge le blessé. Dominique lui transmet les informations. Vérifie son bassin, il n'arrête vraiment pas de se plaindre du bassin. C'est peut-être un fémur. L'accident a eu lieu il y a plus d'une demi-heure et il ne fait que 5 degrés dehors, une éternité pour le blessé. Faut le mettre au chaud. Faut quelqu'un à la planche vers moi, là, à la tête. Non, mais attends, on soulève le mec. C'est énormément de la jambe dès qu'on le touche. Il y a peut-être un fémur. Après, il y a un médecin, un SAMU qui arrive, ils en sauront mieux que moi de ce côté-là. Il a une belle plaie au genou. Après, c'est les radios, tout ça qui diront. Hein. Les radios permettront aussi de voir si son bassin est fracturé. L'autre victime est emmenée également à l'hôpital, où les médecins pourront prendre en charge la fracture ouverte de sa cheville. Le technicien de l'agglomération du Grand Lyon est surpris par l'ampleur des dégâts. La voiture a heurté si violemment le pylône d'affichage que toute la base est détruite.
En fait, certainement que le véhicule est arrivé en frontal. Et avec, je pense que l'avant, il a déchiré la structure, vous voyez, en abîmant les ancrages, parce qu'a priori, il venait de là-bas. Et il a pris plein fouet. Donc voilà, malheureusement. Il était tout neuf, il n'avait pas 6 mois. La police arrive sur place pour dresser le procès-verbal de l'accident, une obligation dès lors qu'il y a des blessés. Et il se pose une question. Pourquoi le véhicule s'est-il encastré dans ce pylône en pleine ligne droite? Ils ne vont pas tarder à trouver la réponse. Voilà la différence, regarde. Comme ça. Les policiers viennent de mettre la main sur des balles de tennis et elles sont remplies de stupéfiants. On va voir la suite. Bon, à mon avis, ils vont quand même aller à l'hôpital par rapport à leurs blessures, mais ils vont peut-être être placés en garde à vue. Les deux blessés s'en tirent bien. Une fracture de la cheville pour l'un et du fémur pour l'autre. Les prélèvements sanguins montreront qu'ils ont consommé des stupéfiants qui sont certainement la cause de l'accident. L'année dernière, près de 750 personnes ont été tuées dans un accident impliquant un conducteur sous l'emprise de stupéfiants. À la caserne de Gerland, les pompiers n'arrêtent pas. Ils effectuent plusieurs dizaines d'interventions par jour. Si la plupart de ces hommes s'engagent pour combattre le feu, les incendies ne représentent que 7% de leurs interventions. Et ils surviennent en majorité en fin de nuit. 6 heures du matin, une alerte incendie vient de tomber. Près de la moitié des effectifs est mobilisée. 4 véhicules de secours et une vingtaine de pompiers. À leur tête, Thibaut, 33 ans, le chef des opérations. On part sur un feu de chambre au 3e étage dans un bâtiment d'habitation R+4. Donc à cette heure-là, en plus, il y a des chances qu'il y ait encore du monde. Pas mal de personnes dans les bâtiments. Avec 15 ans d'expérience derrière lui, Thibaut sait que si le feu n'est pas maîtrisé rapidement, le bilan peut être lourd. Chef d'agro FPT Faisin, chef d'agro FPT Faisin pour le COS, pareil. Dès son arrivée, Thibaut débriefe avec l'équipe d'une autre caserne, déjà sur place. Ouais. Ok. Là, celui d'ici, là, c'est lequel exactement? C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, là? On a mis façade. Façade, voilà. Façade, c'est laquelle? C'est la façade D, là. Ok. À l'intérieur, il y a qui dans l'appartement concerné en tant que pompier, là? Une ancienne intérieure, une LDV, une à l'extérieur de protection. Le feu a pris dans un appartement du 2e étage. À l'intérieur, 2 pompiers tentent de venir à bout des dernières flammes. Ce que redoute Thibaut, ce sont surtout les fumées. Les intoxications au monoxyde de carbone sont la première cause de décès lors d'un incendie. Et Thibaut est déjà intervenu sur des drames de ce genre. Alors les pompiers partent à la recherche des derniers occupants. Vous étiez tout seul chez vous? Oui. Ok. Thibaut a retrouvé le locataire de l'appartement sinistré. Vous avez respiré de la fumée là? Comment ça s'est passé? Je me suis mis à 7 h moins 20, j'étais dans ma cuisine et 5 minutes après, des flammes dans la chambre, rien à comprendre. Je fume pas, personne ne fume chez moi, je venais juste me lever, j'avais juste allumé la télévision et ma machine à laver qui tournait, c'est tout. Et ça s'est mis à sonner le détecteur et voilà, terminé. Des grandes flammes, voilà. La plupart des habitants sont sortis par leurs propres moyens. Mais l'un d'entre eux est inquiet. Son voisin manque à l'appel. Une personne âgée qui vit seule près de l'appartement qui a pris feu. Au deuxième, là, le deuxième balcon, il est chez lui, ouais, là. On l'a tapé à la porte, il répondait pas, il veut pas répondre, il voulait pas répondre, il a pas répondu. Le vieux monsieur est peut-être en difficulté, intoxiqué par la fumée. Il faut lui porter secours le plus rapidement possible. Il y a un vieux qui voit là où ça fume. C'est Dominique qui s'en charge. Le pompier qui s'était occupé de l'accident de voiture quelques jours plus tôt. Ok, ça marche. Dominique et Fabien s'équipent. Ils vont pénétrer dans l'appartement du locataire par la porte-fenêtre. Elle est ouverte. C'est le signe qu'il y a quelqu'un. Descends un peu, Anto. Vas-y. Encore un peu. Mais alors que Fabien s'apprête à sauter sur le balcon, il est alerté par un collègue. Attends. Il est descendu?
Le vieux monsieur est descendu par les escaliers et s'est présenté aux pompiers. Ouais, transmets, Dom. Oui, la personne dont on devait visiter l'appartement est sortie avant qu'on arrive. On va balayer l'autre façade avec l'échelle. Ça marche. Dominique et Fabien en profitent pour jeter un coup d'œil à l'appartement sinistré. La cuisine est noire de suie. Le feu était ici. C'est de cette chambre qu'est parti l'incendie. La température est montée à près de 1000 degrés. Les pompiers suspectent un court-circuit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. La vingtaine d'habitants attend depuis plus d'une heure de pouvoir réintégrer son logement. Mais les teneurs en dioxyde de carbone sont toujours trop élevées. Les pompiers doivent trouver une solution pour ventiler. Problème, sur le toit, le Skydome, la trappe de désenfumage obligatoire dans les immeubles, est bloquée. Ouais, transmets, Dom. On va jeter un œil sur le temps parce qu'a priori le Skydome il n'aurait pas lâché, donc on va jeter un œil là-dessus. Ouais, bien pris. Ouverte, cette trappe est capable de ventiler les parties communes. Mais Dominique et Fabien, malgré tous leurs efforts, n'arrivent pas à l'ouvrir. Dominique, c'est bon? Ouais, je t'écoute. Tu casses parce que au final c'est verrouillé de l'intérieur, donc t'hésites pas, tu pètes. Ok, ça marche. Le Skydome va accélérer la dispersion du dioxyde de carbone et des dernières fumées. Thibaut veut vérifier si l'appartement sinistré est sécurisé. Même s'il a l'habitude des incendies, l'ampleur des dégâts le surprend. Ouais, c'est tout déchiré. C'est un truc de ouf. Le logement est dévasté. Il n'y a plus rien à sauver. La caméra, ça dit quoi? Race? Bon, on est pas mal. De toute façon, il n'y a plus rien. Le déblai, il est bien fait. Bien joué. La caméra thermique confirme qu'il n'y a plus de risque. Il reste maintenant à faire des relevés de dioxyde de carbone. Là, je veux m'assurer que tout le reste de l'immeuble soit vivable pour réintégrer les gens, pour les faire remonter chez eux au plus vite. Faut que je vois pour reloger la personne de l'appartement sinistré parce que son appartement, il est mort. Et puis le reste, c'est bon, l'affaire est réglée. Quelques minutes plus tard, tous les voyants sont au vert. Thibaut peut laisser les locataires rentrer chez eux. Vous êtes à quel étage, s'il vous plaît? Premier? Vous pouvez rentrer chez vous. Impeccable. Vous savez, vous pouvez rentrer, vous êtes content? Ah, on va boire un café, là, ça met trop chaud. Thibaut vient de vivre 2 heures de tension. Les sourires et les remerciements des habitants sont une récompense qui n'a pas de prix. Ce qui me plaît le plus, je pense que c'est de me sentir utile au final, d'aller aider les gens, faire en sorte qu'ils puissent vite reprendre leur vie normale. Pour le locataire sinistré, la galère continue. Toute sa vie se trouve dans ses sacs en papier. Heureusement, il sera relogé par un membre de sa famille. L'année dernière, on a dénombré près de 250 000 incendies domestiques, souvent dus à des dysfonctionnements électriques. Ils ont coûté la vie à 460 personnes. Le lendemain, au petit matin, c'est l'heure de pointe. Les Lyonnais se rendent au travail. Plus de 2 millions de véhicules se croisent quotidiennement sur les routes de l'agglomération lyonnaise. Conséquence, les accidents sont nombreux. L'année dernière à Lyon, on a dénombré 26 morts et 2200 blessés. Et ce matin, la météo ne va pas arranger les choses. Il fait très froid et la route est une vraie patinoire. 7 heures. Les pompiers de Gerland sont appelés sur un carambolage et les informations qu'ils reçoivent ne sont pas bonnes. 2 VL un peu loin, une victime incarcérée, ainsi que 2 autres victimes supplémentaires. L'accident impliquerait 2 voitures et un poids lourd. Un scénario qui peut faire de gros dégâts.
Il a eu lieu près de Saint-Genis-Laval, à plus de 10 km de Lyon. La collision a été extrêmement violente. Ce pick-up blanc aurait perdu le contrôle et aurait percuté le camion, puis l'autre véhicule. En cause, le verglas. Le chauffeur du poids lourd et le conducteur de la seconde voiture sont indemnes. Mais les deux occupants du pick-up sont en très mauvaise posture. Tiens, tu te pètes. Regarde là, tu prends la perte. Les pompiers se partagent les rôles. Fred s'occupe des blessés aux côtés du SAMU. Et Hervé prend en charge la désincarcération. Alors cette dame, elle a un pneumothorax. Le conducteur du véhicule a été éjecté. Il est en arrêt cardiaque dans le fossé. Il est coincé sous les débris. Le conducteur a été éjecté de l'habitacle et il est pris en étau entre les deux voitures. Il est en arrêt cardiaque. Pas ça. Il est coincé incarcéré. Voilà. Non, c'est fini. Voilà. Ok. Moi, je le passe en... Delta Charlie. Ok. Delta, Charlie, Delta. Un code qui signifie décédé comme ses initiales. Pour l'homme, il est trop tard. D'accord. Badid, t'es dispo toi ou pas? Donc tu te mettras côté passager. Les secours se concentrent sur la conductrice de l'autre véhicule. Fred reste calme, mais il sait qu'il faut faire vite. Son état est inquiétant. On va lui mettre un peu d'oxygène. Est-ce que tu veux que pour la sortie, on lui pose la thèse cervico-thoracique ou pas? Parce que je pense qu'on aura la possibilité, mais après c'est une question de temps. Non, on va faire au plus vite. Au plus vite? Faut qu'en moins d'une heure on soit au déchaud. Ok, pas de souci. Plus il tarde, et plus les chances de survie s'amenuisent. Car la passagère est grièvement blessée. Elle souffre de traumatismes au niveau du crâne, des poumons et du bassin. Elle doit être conduite au plus vite à l'hôpital. Moi, les deux montants, A et B. Mais de l'avant? Ouais, pour faire un ouvre-boîte? En plus, juste éjecter après que nous on puisse sortir. Nico, on va travailler en binôme, tu me sors les deux passes. Hein? Hervé se charge de dégager la victime. Elle a été mise sous calmant pour apaiser ses douleurs. Le principal, c'est de faire un dégagement. Donc là, on va simplement enlever de ce qui reste du pavillon. Voilà, donc on va faire deux coupes, système d'ouvre-boîte et puis augmenter la brèche de manière à pouvoir la sortir rapidement. Did, t'as un point de coupe à faire donc devant là, et ensuite on le fera ici. J'ai un accès là vers moi. Les pompiers se positionnent de chaque côté de la voiture. Ils vont découper le toit comme on le ferait d'un couvercle d'une boîte de conserve. Vous nous dites, Doc, quand on peut découper? Et attends, on pose juste la voie, on la soulage et après on découpe. On attend 30 secondes. Nico, on attend le feu vert du Doc pour couper. Hervé et ses collègues utilisent un matériel impressionnant. Allez, attention pour la coupe. Allez, on coupe. Deux pinces géantes auxquelles rien ne résiste. Une fois le toit enlevé, les pompiers pourront extraire la victime. L'idée, c'est de faire une sortie latérale de ma victime. Je vais voir avec le médecin, on va savoir s'il lui suspecte le risque hémorragique interne ou pas. Après un tel choc, ce que redoutent les secours, c'est une hémorragie dans l'abdomen. Et elle pourrait être fatale. Allez, agilité, on se dépêche. Alors, il faut faire vite. Tu me donnes le feu vert pour qu'on la sorte maintenant? Ouais, on peut sortir. Ouais. Dans la cellule au plus vite, c'est comme ça, on lui repose une voie, on fait l'écho et on roule assez vite. Les gars, il faudra encore 3 personnes avec moi. Fred n'en est pas à sa première extraction compliquée. J'ai une personne au pied, une personne sur le bassin. Il sait qu'il faut agir rapidement, mais sans précipitation pour ne pas aggraver l'état de la victime. On la lève, on glisse la planche, on fait une rotation sur le côté et on dégage. Les zones les plus délicates, ce sont la colonne vertébrale et le bassin. En cas de fracture, la moindre torsion pourrait engendrer une paralysie. Allez, Mélanie, commande. La tête à coup près pour sauver la victime. Attention pour le... Non, bassin pas prêt. Mais Hervé est en équilibre instable sur la carcasse de la voiture. Putain, j'ai quoi là? Attends, je vais avoir une prise là vers toi. Allez, bassin prêt. Attention pour le lait. Envoyez plonger. Posez. Ça va aller, madame. Aïe, mal. Allez. Aïe. Malgré les antidouleurs, le moindre mouvement est intolérable pour la victime. Attends. Regarde le pied vers moi, le pied. Mauvaise surprise, son pied est coincé dans les débris du véhicule. Les pompiers doivent le dégager. Ça va aller, madame. C'est bon, on peut y aller. Hervé réconforte la victime, surtout qu'elle doit encore affronter une épreuve et pas des moindres, le transfert sur le brancard. Et elle souffre le martyre.
Ça va aller, madame. Allez, on est prêt. Attention pour hisser, hisser. Halte. Aïe, ma jambe. Allez, vous pouvez dégager la victime. Ça vient de pas glisser, les gars. C'est bon. Posez. Aïe. Ça va, madame? Restez éveillé, madame. D'accord? Allez, on va vite au chaud. Attention pour lever. Hervé et Fred ont rempli leur contrat. Ils ont mis moins de 30 minutes pour extraire la victime du véhicule. Le SAMU prend le relais et la conduit au plus vite vers l'hôpital de Lyon-Sud. Les examens révéleront une hémorragie interne dans le ventre et des fractures du bassin, du fémur et des vertèbres cervicales. Pompiers et médecins ont sauvé la vie de cette femme. Mais même pour ces professionnels, ces interventions d'une rare violence ne laissent pas indemnes. On voit les débris qui sont répartis sur plusieurs dizaines de mètres, donc ça témoigne aussi de la violence du choc. Et l'état du véhicule quand on arrive, ça laisse peu de place au doute. C'est rare que ce soit aussi violent, quand même. Très rare. Là, en plus, ça implique un semi-remorque. C'est quand même assez rare. Une diminution de cas graves que les pompiers expliquent par les progrès techniques réalisés sur les véhicules. Ceinture, airbag, habitacle renforcé. En 30 ans, le nombre de morts a été divisé par 3. Mais pour les pompiers, chaque décès reste un échec. C'est difficile, hein. Avec l'expérience, on le gère, il n'y a pas de problème. Mais c'est jamais simple. Ouais. C'est pas dans notre nature de sortir quelqu'un qui est... Alors qu'on sait qu'il n'y a absolument plus rien à faire. C'est toujours un peu délicat. Ouais. C'est des images qu'on aimerait ne jamais avoir à voir et qui peuvent rester gravées un petit moment. Ouais. Après chaque intervention compliquée, Hervé, Nico et Laurent prennent le temps de débriefer. Un moyen d'évacuer la pression. C'est une composante de notre boulot, on sait qu'on peut y être confronté, donc on fait avec, on s'adapte, on a l'habitude. Mais ça n'enlève pas toute la tristesse et le malheur qui est autour de ça, parce que on peut toujours transposer quelqu'un de notre famille qui serait dans ce cas-là. Enfin voilà, c'est dramatique. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux dire ? Parmi les interventions qu'ils ont pu réaliser, certaines laissent plus de traces. Et ils s'en rappellent même 35 ans plus tard. Absolue. L'intervention qui restera gravée toute ma vie, c'était une mort subie du nourrisson. Et c'était un petit bout qui s'appelait Paul. Et puis voilà. Donc ça, c'est un truc qui m'a marqué. Une mort injuste avec une maman qui, elle, comme tous les matins, allait réveiller son petit. Et là, ce jour-là, il ne s'est pas réveillé. Quelque part, la maman, ce jour-là, elle perd son petit, c'est comme si elle mourait aussi, quoi. Non, c'était une ambiance très terrifiante. C'est comme si c'était hier. Je revois les visages, je revois tout. Mais Hervé et ses collègues ont peu de temps pour s'épancher. La prochaine alerte tombe déjà. Chaque jour, les pompiers sont confrontés à tous les maux de la société. Détresse physique, mais aussi psychologique. Et il y a un problème qui les occupe particulièrement, les suicides. L'année dernière, ils ont secouru près de 200 personnes qui tentaient de mettre fin à leur jour. Il est 14 h quand Damien et ses collègues sont justement appelés pour aider une femme désespérée. On part sur une station de métro pour une dame qui menace de se jeter sur les voies, qui est retenue par les passants. Après 10 ans d'expérience, Damien sait que ses interventions sont toujours délicates. Direction, la station de Bourg, où la tension est palpable. Les métros ont été arrêtés, le quai est bondé d'usagers et de curieux. La femme, qui a tenté de mettre fin à ses jours, est entourée des passants qui l'ont empêché de sauter. Un témoin raconte aux pompiers ce qui s'est passé. Elle s'est installée là à côté sur la voie et elle a fait signe de vouloir sauter, donc on s'est tous intervenus pour la remettre sur le côté. Il y a des gros conflits avec son mari qui est là, je ne comprends rien parce qu'ils parlent tous les deux bulgares. Il est où son mari? Il est là. Avec la casquette? Avec la casquette. Et du coup, la dame a aussi des stigmates de tentative de suicide au niveau du poignet. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas du tout laissé repartir. Ok. Très bien, merci. À l'origine de cette tentative de suicide, un conflit avec son compagnon. Madame, je vous parle.
Madame, c'est moi qui vous parle, mets-toi devant elle. Mets-toi devant elle. Impossible de calmer la jeune femme, d'autant plus que son compagnon est à quelques mètres. Monsieur, ça vous dérangerait de vous décaler un peu, on va pas vous laisser à côté l'un de l'autre. C'est ça, on dégage de la station qu'elle reçoit pas. Damien emmène la femme à l'écart pour calmer les esprits. Madame, on se met dans l'ambulance, on discute un petit peu et après on voit ce qu'on fait, d'accord? S'il vous plaît, J'ai compris. Ok, c'est bon. Devant l'agitation de la jeune femme, Damien nous demande de rester à l'écart pour ne pas l'énerver davantage. Et on va s'installer sur le fauteuil, d'accord? Madame, vous n'êtes pas bagarré avec monsieur. Vous n'avez pas pris des coups. Vous. Non, c'est moi comme ça. Vous avez juste fait ici? D'accord. On va enfin savoir ce qui se passe. C'est moi de copain avec ça. Oui. Et c'est l'autre femme. Après, c'est beaucoup nerveux, c'est moi parce que c'est l'autre femme, c'est la sexe comme ça. C'est moi, stop, c'est la fini. Derrière la tentative de suicide, une histoire d'infidélité. La femme aurait découvert que son mari la trompait. Mais la sonnerie de son téléphone interrompt ses confidences. C'est pas important ça. Laissez le téléphone 2 minutes. Allô? C'est qui? C'est son compagnon. Est-ce que vous pouvez raccrocher s'il vous plaît? Madame, c'est bon? Pour couper court, Damien est obligé d'intervenir. Monsieur? Ça vous dérange pas monsieur? On est juste au-dessus dans l'ambulance des pompiers. Bah, très bien, patientez dehors et je viendrai vous voir. L'appel du mari ravive les pleurs de la jeune femme. Damien décide d'aller parler au compagnon pour obtenir plus d'informations. J'ai cru comprendre que c'était un problème de femme, tout ça. Vous l'avez trompée. Exactement. Ouais. Et elle a, du coup, elle a craqué, c'est ça? Elle a voulu sauter sur les voies du métro. Elle a voulu juste me faire peur en fait. D'accord. Mais elle allait vraiment pas le faire. D'accord. Comme nous, on n'est pas médecin, il faut qu'elle soit vue par un médecin qui va déterminer si c'était juste un appel au secours ou si elle est capable de le refaire quand elle sortirait de l'hôpital. D'accord? Damien pense l'histoire réglée. Mais à peine est-il remonté dans l'ambulance C'est encore lui que le téléphone de la jeune femme sonne à nouveau. Monsieur, si vous me laissez pas finir mon travail, on va jamais y arriver. Madame, je crois qu'il a raccroché. Ah non, toujours pas. Faut être fatigué. La patience du pompier a ses limites, mais il n'est pas au bout de ses peines. Il faudrait vous emmener voir un médecin pour discuter avec lui parce que nous on n'est pas médecin. Et pourquoi c'est moi là-bas? J'ai pas envie de vous laisser pour que vous redescendiez et que dans 5 minutes vous fassiez la même chose. Non, c'est moi non là. Vous faites que pleurer, madame. La femme refuse d'aller à l'hôpital. Damien espère que le compagnon l'aidera à la convaincre. Mais ce n'est pas gagné. Il faudrait qu'elle aille voir un médecin à l'hôpital. Oui. On peut pas juger. Oui. Ça vous dérange pas de ne pas décrocher? Non, parce qu'en fait, il fallait que j'aille quelque part, en fait, c'est très important. Ouais, mais je comprends, mais nous on a une situation d'urgence à gérer là. Oui. Ah. Cette fois, c'est sa compagne dans l'ambulance qui l'appelle. Damien prend sur lui pour ne pas s'énerver. Est-ce que vous pourriez la persuader de nous suivre? Oui. Mais pour aller voir avec médecin, elle, en fait. Finalement, le compagnon intervient pour la convaincre de rencontrer un psychologue à l'hôpital. L'intervention aura duré près de 2 heures. 2 heures de négociation pour sauver une vie. Mais la journée des pompiers est loin d'être terminée. Cette nuit, ils vont être confrontés à une opération hors du commun. Il est 1h du matin quand ils reçoivent une alerte pour un accident de la route inhabituelle. Une voiture a percuté le tramway de la ligne T1. C'est un accident rare et il a été d'une extrême violence. Après 10 ans de service, Franck ne s'étonne plus de grand-chose. Mais cette fois, il est impressionné. Il a bien tapé quand même. Il devait aller après la caisse. C'est très violent. Le wagon arrière du tramway est sorti de ses rails, 50 tonnes poussées sur plusieurs mètres. Heureusement, aucun usager n'a été blessé. Les 2 passagers de la voiture ont eu moins de chance. L'avant du véhicule a été totalement broyé, mais le conducteur est parvenu à en sortir. Allez, vous êtes prélevés, on y va. On rentre la tête en premier, les gars. C'est vers moi. Le jeune homme se plaint du dos et du bassin, mais les pompiers craignent aussi un traumatisme crânien, car il est dans un état second. Le passager, lui, est toujours à l'intérieur de l'habitacle. Il semble gravement blessé. Franck
donne ses ordres pour l'extraire avec un maximum de précaution. Il y a une personne à l'intérieur, pour le moment elle est consciente. J'ai 2 personnes qui maintiennent les cervicales, donc l'accès de poutron. Hein. Le plus important, bien sûr, c'est de respecter le maintien de la colonne vertébrale. La crainte de Franck dans des accidents aussi violents, que la colonne ait été touchée, ce qui pourrait entraîner une paralysie. On va caler le véhicule dans un premier temps. On va découper, on va faire un pied milieu à gauche. Donc déjà, allez, vous me calez le véhicule. Les pompiers immobilisent le véhicule pour protéger la victime et aussi pour assurer leur propre sécurité. Mais ils rencontrent un problème. Il est trop risqué d'extraire le passager par la portière. On va couper le pied milieu, donc le montant du milieu du véhicule, de manière à avoir un espace maximum pour pouvoir aller jusqu'à la victime. Attention! Ça va, monsieur? On est en train de couper, on va bientôt vous sortir. C'est dans pas longtemps. Franck suspecte une fracture du bassin. Le risque, c'est qu'elle entraîne une hémorragie interne. Les pompiers doivent redoubler de prudence. Donc comment tu veux procéder? Dis-moi. D'accord, donc on lève la personne, j'engage la planche, on couche et on sort en diagonale. Allez, très bien. Elle est là, la petite perroquet, les gros? Elle est là. Mais après avoir découpé le montant entre les portes, c'est maintenant le siège qui les bloque. Il faut l'enlever. Là, ils sont gênés apparemment par l'airbag du siège. On enlève le plus d'éléments possible pour pouvoir soustraire la victime. Allez. Bon, ça a coupé. Ouais. La voie est libre. Ils peuvent enfin extraire la victime. À la planche, vous êtes prêts? Prêts. Mettez la tête, vous êtes prêts? Attention pour lever. Levez. Engagez. On est pas mal là. Il y a les fesses d'engagé. On est pas mal. Allez, on pose le plan dur devant le coquille. Ok. Attention pour poser, poser. Malgré toutes les précautions des pompiers, le jeune homme souffre atrocement. Bon. Ouais, ça va se serrer autour de vous, un peu de parcours. Regardez, gardez les mains sur vous, gardez les mains sur vous. La victime est emmenée à l'hôpital Édouard Herriot. Les bilans révéleront une fracture du bassin. Pour les pompiers, l'intervention est terminée. Mais Franck et ses collègues s'interrogent sur les circonstances de cet accident spectaculaire. Je pense que ça a tapé bien fort. Ouais. Je pense que le monsieur ne respectait pas les limitations de vitesse. C'est impressionnant. C'est assez impressionnant. Ouais. Parce qu'il est dans cette direction. Bah oui, c'est des Donc je pense qu'il a tapé au milieu et ça fait briller le wagon arrière. Donc ça a dû taper fort. Ah ben. Dérailler dans les bogies comme ça. C'est une voiture de sport. Hein. Heureusement, l'accident ne s'est pas produit pendant une heure de pointe. Là c'est la nuit, il n'y a pas de personne dans le tram, donc on évite quand même un accident qui aurait pu être beaucoup plus important. Mais une question reste en suspens. Pourquoi la voiture a-t-elle foncé dans le tram? Franck n'est pas au bout de ses surprises. Ses collègues découvrent des petites bonbonnes de gaz dans le véhicule. Je connaissais pas. Comment tu dis qu'il s'appelle le gaz? Protoxyde d'azote. C'est comme le Calinox. Alors c'est quoi, il sniffe? Il gonfle des ballons avec. Ouais. Et il les inspire. Et ça leur fait... Il y a un côté euphorique, c'est ça? Tu vois tous les... Il y a pas de danger? Peu de danger qu'il y a. Ah bah voilà, regarde. N20, c'est ça. Putain, vous êtes forts les mecs, se connaissent. Protoxyde d'azote. Protoxyde d'azote. Bon, vous avez révisé, non? Le protoxyde d'azote, aussi appelé gaz hilarant, est utilisé comme une drogue. Les nouvelles drogues d'aujourd'hui, en fait, ils gonflent des ballons de bredouche avec et les inhalent pour avoir une sensation d'euphorie. On les a croisés tout à l'heure en rentrant et ils en aspiraient. Ce gaz est surtout consommé par les adolescents et les jeunes adultes. Mais il peut provoquer des asphyxies, des pertes de connaissance et des vertiges. Sa consommation répétée peut créer de sévères troubles neurologiques, cardiaques ou psychiatriques. Bon allez, Nico, la tonne, on y va. Bonne soirée. Le lendemain matin, il faudra plus de 2 heures aux équipes des transports en commun lyonnais pour évacuer la rame accidentée et rétablir la circulation de la ligne T1. Pendant ce temps, à la caserne de Gerland, les pompiers profitent d'une accalmie pour exercer des talents qu'on ne leur connaît pas forcément. Encore 2 minutes de cuisson, après on rajoute les tomates et après on peut laisser mijoter. Et ça sera bon. J'ai mon commis ici là. J'ai mon commis qui... Voilà. Je vérifie si tout bien la marchandise.
Aujourd'hui, c'est Guillaume, 32 ans, qui joue les chefs cuistots. S'il a toujours rêvé d'être pompier, la cuisine est sa deuxième passion. Faut les nourrir, hein, les bêtes. Pour combien, là Aujourd'hui, on est 18. 18 à manger à midi et 18 ce soir aussi. Donc, il faut des plats qui tiennent un peu au corps. Alors, ce que j'ai découvert en cuisine, c'est que le pompier est gourmand. Le pompier est très, très gourmand. Un pompier qui mange bien, c'est un pompier qui va bien. C'est un dicton de chez nous. Ouais, les gars, il y a les pommes pour le crumble aussi pour midi à faire. Donc, il faut les éplucher, ouais. Franck, qui a géré l'accident de tramway la veille, est assigné aussi à la corvée d'épluchage. Au menu, poulet basquez et crumble aux pommes. Francky, c'est la première fois que tu viens éplucher des pommes, non? Disons que pour les desserts, c'est meilleur pour les manger que pour les faire. Moi, je suis le goûteur, c'est notre goûteur officiel. D'habitude, c'est lui qui drive l'équipe, en fait. Donc, il dispatche un peu. Puis là, c'est la première fois qu'on le voit. D'ailleurs, on le voit, hein, il épluche la pomme, mais en fait, il restera que d'autres oignons. Alors, hein. Elles sont pas mûres, leurs pommes, là. Voilà, une pomme épluchée avec Nico. Donne-moi ton économe. Et une pomme épluchée avec Francky. Donc bon, la matière qui nous fait perdre. Hein. Donne-moi là ta pomme. Donne-moi ton économe. Un moment de détente pour renforcer les liens et la cohésion du groupe. C'est des moments de convivialité, c'est un esprit d'équipe. Ça permet de relâcher la pression, ça permet de passer un bon moment, de rigoler, et puis ça nous apprend à cuisiner surtout. Ça nous apprend à cuisiner. Ça, c'est pas gagné pour moi. Ah oui, ouais. Quand ma femme va en reportage, j'avais rigolé. Un demi-citron dedans. Allez, c'est parti. Voilà, ça joue, tout le temps. C'est le petit moment de décompression, c'est notre soupape. Ouais. Notre soupape. Bon, bah, bon appât. Une soupape entre un métier difficile et une famille qu'il faut préserver. Ça évite de ramener surtout cette émotion à la maison, quoi, en fait, de pallier le travail et la famille. Et le fait de se lâcher avec les collègues, ouais, ça évacue cette pression, ça évacue cette sensation d'émotion, en fait. Nos psys à nous, ils sont là, quoi. Ils sont autour de nous, autour d'un café, autour d'un repas, autour d'une partie de foot. Voilà, c'est tout ce contexte qui fait qu'on peut faire notre métier confortablement. Des moments de détente et de partage qui permettent de garder la foi en un métier souvent éprouvant. Surtout quand ils sont confrontés à des missions comme celle qui les attend quelques jours plus tard. Il est 7 h du matin quand une alerte incendie est déclenchée. Les feux sont les interventions les plus dangereuses pour les pompiers. Je sais pas si c'est là-bas, mais le deuxième binôme, vous allez vous équiper, les gars. Équipez-vous. T'as vu ce qui sort? Après 15 ans d'expérience, Arnaud, le chef d'équipe, connaît le danger des incendies. Et la colonne de fumée qu'il voit s'échapper l'inquiète. Il s'attend à faire face à une situation compliquée. 6 véhicules et 22 pompiers sont mobilisés. C'est un feu en façade. Ça crame aussi dedans. Vous avez vu, c'est un feu de local poubelle. Vous avez chacun un poste, les gars, qui est là tout de suite. Pour ne rien arranger, à cette heure matinale, la plupart des habitants sont chez eux. Vous pouvez vous éloigner, s'il vous plaît? Merci. Allez, du calme, du calme, du calme. Le feu a pris dans ce local poubelle au rez-de-chaussée. Et il pourrait avoir des conséquences dramatiques. Le risque, c'est qu'il se propage dans les étages. D'autant que l'immeuble est en rénovation et que les isolants qui recouvrent la façade pourraient prendre feu. L'autre crainte des pompiers, c'est que les fumées provoquent des intoxications. Arnaud et Émeric, le commandant des opérations, doivent mettre tous les habitants en sécurité. Je t'explique bien, regarde. Évacue pas. Dans le hall d'entrée, c'est la panique. Par contre, le feu, t'as vu, il est localisé là à gauche. Ouais, c'est bon, j'ai un binôme qui est dedans. Attends. Ce père de famille a peur pour ses enfants, restés seuls dans son appartement. Attends, monsieur, vous calmez, d'accord? Sortez là. Mais impossible de le laisser remonter, il risquerait de s'intoxiquer avec les fumées. Sortez du bâtiment. Les pompiers se chargeront eux-mêmes d'évacuer les enfants. La première urgence, c'est d'éteindre le foyer. Rapidement,
ils parviennent à maîtriser le feu dans le local poubelle. Pour être certain qu'il n'y ait plus la moindre flamme, l'équipe utilise une caméra thermique. Rien à signaler. Ouais, on est d'accord, l'ascenseur il est bloqué en bas ou pas là? Émeric, le chef de groupe, fait le point avec Arnaud. Ouais, il faut me le bloquer en bas, vous m'ouvrez toutes les ventilations, on va pousser. Le feu c'est bon. Ok, d'accord. Il y a 5 mètres carrés à peu près. Ouais. Par contre, il faut qu'on commence à dégarnir l'échafaudage. Parce que ça prend dans le doublage. Mauvaise nouvelle, il reste des braises dans la structure et dans les isolants stockés sur l'échafaudage. Les pompiers doivent les éteindre s'ils ne veulent pas que le feu reprenne. Allez, sortez monsieur, s'il vous plaît. L'autre priorité, c'est de protéger les habitants des fumées toxiques. Évacuation, confinement, c'est la mission prioritaire. Et puis ensuite, voilà, il va ventiler le plus vite possible afin d'éviter des problèmes avec les fumées. C'est notre plus gros risque sur ce type d'incendie, c'est les fumées qui sont toxiques. Faites le premier, vous attaquez le deuxième. Dans l'appart, s'il est propre, vous laissez les gens. Si par contre c'est sale, on fait évacuer. Allez, descendez, sortez monsieur avec vos enfants. Allez. Les pompiers se lancent dans un porte-à-porte à chaque étage. Si les appartements ne sont pas envahis par les fumées, les locataires sont autorisés à rester à l'intérieur. Pas de problème pour ces occupants. Pour celui-là, en revanche, le pompier préfère vérifier. Bonjour. Un petit peu, mais pas trop grave. Allez-y. Aucune trace de fumée. Le locataire peut rester chez lui en toute sécurité. Au dernier étage, les pompiers doivent ouvrir la trappe pour ventiler les parties communes. Mais comme souvent, elle est coincée. Un manque d'entretien qui peut engendrer des conséquences dramatiques. La porte palière, elle n'a pas marché. Et l'évacuation des fumées, le tir-et-lâcher, pareil, n'a pas marché. Donc tout ce qui est là pour protéger la gaine d'escalier a dysfonctionné, ce qui fait qu'on aurait pu avoir des intoxiqués. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est très bien. Pas question de baisser les bras. Les pompiers sortent leur arme de choc. Un ventilateur surpuissant qu'Arnaud met en place une fois la trappe débloquée. En quelques minutes, la fumée est repoussée et évacuée par le toit. Pour l'équipe, c'est l'heure du premier bilan. On a confiné au deuxième, il y a 2 apparts qui sont confinés au deuxième. Ok. Au quatrième, il y a une personne au quatrième. Ouais. Là, on laisse pousser 2 minutes, vous déséquipez, et après, il faudra voir les portes palières pour ventiler. Tous les locataires sont maintenant en sécurité, confinés dans leurs appartements ou à l'abri devant l'immeuble. Mais il reste un problème. L'appartement du premier étage qui est juste au-dessus du local poubelle où le feu a pris. Il n'y a personne à l'intérieur et les pompiers n'ont pas pu y entrer pour le sécuriser. Donc il n'y a que ce fameux appart. Il y a juste l'appartement au niveau du premier. Ouais. Et tous les paliers, ils sont en train de les finir là et on est bon. Moi, ça me fait chier de laisser l'appart juste au-dessus du sinistre. On casse alors. On casse. Ouais. Les pompiers n'auront pas besoin de casser la fenêtre. Alerté par des voisins, le locataire vient d'arriver. Son appartement peut enfin être vérifié et aéré. Ouais, mais je l'ai bien vu. Hein. Sur l'échafaudage, les pompiers continuent à dégager toutes les matières inflammables. La moindre braise pourrait faire repartir l'incendie. Émeric, le commandant des opérations, demande de passer la façade à la caméra thermique pour s'assurer qu'il n'y a plus aucun danger. Nickel. Allez, c'est bon, on arrête. L'intervention se termine bien, même si, pour les pompiers, les incendies sont toujours des opérations à haut risque. Il y avait un panache de fumée, donc c'est sûr que on se prépare un peu à ce que ça brûle, quoi. Donc ouais, ça met un peu d'adrénaline. C'est un métier qui a toujours eu une relation très étroite avec l'asthme incendie. Et puis ouais, c'est vrai, quand on rentre chez les sapeurs-pompiers, on a l'image du feu. On va dire qu'on travaille toute l'année pour ce genre d'intervention, donc c'est toujours satisfaisant. Une adrénaline d'autant plus présente que des vies sont en jeu. C'est un challenge. Le but, c'est vraiment qu'il y ait 0 victime,
que le feu soit maîtrisé au plus vite. C'est pour ça que la réactivité est importante. Sur cette intervention, les pompiers ont eu de la chance. Aucune victime à déplorer, mais il ne faut jamais baisser la garde. Bon allez. On y va? Émeric a préparé une petite expérience avec une maquette d'appartement pour montrer à ces hommes à quoi ils ont échappé. En gros, là, on est à l'étage qui est juste au-dessus du sinistre. Donc, les matériaux d'isolation vont se retrouver dans les planchers, dans les murs et enfin tout ce qui est cloison. Donc ça, c'est le polystyrène extrudé. Ça coûte 2 francs 6 sous, hein. On est bien d'accord. Donc les gens, aujourd'hui, quand ils veulent isoler, ils achètent ça à foison et ils mettent ça de partout. Des isolants thermiques qui représentent un vrai danger pour les hommes du feu. Quand ils brûlent, ils dégagent des gaz qui peuvent s'enflammer. Je vous ai mis un petit gobelet là, en plastique, ça simulera le pompier. On y va. Alors là, rapidement, vous avez les premiers gaz de pyrolyse qui commencent à apparaître. Regardez les mecs, ils viennent d'ouvrir la porte du couloir, donc qu'est-ce qui se passe? Donc là, les fumées vont envahir gentiment le volume. Le pompier commence à être un peu dans la fumée. Allume la petite bougie qui va bien, voilà, c'est bon. Et à la moindre étincelle... Ouvre la porte gentiment. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est enflammé directement. En moins d'1 seconde, l'appartement entier a été soufflé, avec les pompiers à l'intérieur. Donc là, vous voyez que mon petit gobelet, il a pris un peu cher. Si on arrive à éviter un accident et que des collègues soient blessés sur intervention, je pense que c'est la plus belle des récompenses. Sauver des vies en ne mettant pas les leurs en danger, c'est la priorité des pompiers. L'an dernier, en France, 11 d'entre eux sont morts en intervention. Une semaine plus tard, à la caserne de Gerland, Thierry, 52 ans, le chef de groupe, est appelé en renfort sur un accident étonnant. 3 équipes sont mobilisées. Direction la station de métro, place Jean Jaurès. Après, personne tombée sur rame de métro. Chute maladresse se trouve entre 2 voitures. Un voyageur serait tombé entre 2 rames de métro. Des interventions que Thierry redoute. Ce type d'accident peut engendrer des blessures dramatiques, mais ils sont aussi très complexes à gérer pour les secours. Il y a différents risques. Déjà, c'est un milieu confiné. C'est un milieu où en fait on a du courant électrique en continu. Souvent, les gens, eux, sont un peu voyeurs, donc ils restent autour, ils nous empêchent en fait d'approcher. Et des fois, c'est un peu la bataille. Cette fois, Thierry échappe à l'heure de pointe. Il y a peu d'usagers sur le quai. La circulation des rames a été interrompue. L'urgence pour les secours est de couper la ligne d'alimentation du métro. Une électrocution à 750 volts serait fatale. Non, on n'a pas de court-circuité. Vous avez juste tiré? D'accord. La situation est incroyable. Un homme est couché sous la rame de métro, mais il est conscient. Ça va? Le conducteur l'a vu s'appuyer sur le métro et disparaître entre 2 wagons. Les pieds, est-ce qu'ils bougent les pieds? Ouais, super. Et les bras? Tant que l'alimentation n'est pas coupée, le risque d'électrocution est toujours présent. Posez votre tête, allongez-vous là au sol. La victime ne doit surtout pas bouger et les pompiers ne peuvent pas non plus lui porter secours. Allongez-vous au sol, voilà, ne bougez plus, d'accord? Nous, on va descendre, on va vous sortir, d'accord? L'homme a du mal à répondre. Il semble hagard, sûrement étourdi par sa chute. Juste pour info, donc il est conscient? On parle avec lui, oui. D'accord, ok, donc je fais juste un message, il est conscient, il est bien entre les 2 rames, il ne peut pas se dégager. D'accord, ok. Le courant est enfin coupé. Les pompiers peuvent intervenir sur les voies, mais l'opération est compliquée. Ok, on peut descendre. C'est bon? Julien se faufile entre les 2 rames, un espace minuscule dans lequel il doit ausculter la victime. Bonjour monsieur, c'est les pompiers? On a envoyé quelqu'un pour voir s'il y avait des traumas, hein, bras, jambes,
auquel cas on pourrait essayer de le faire remonter tout seul. Sinon, avec les agents du métro, on va débloquer les freins des rames pour pouvoir bouger la rame afin de pouvoir sortir la personne. Si la victime est blessée, ils devront déplacer les rames, une opération d'envergure. Mais heureusement, Julien a une bonne nouvelle. Pas de lésion apparente. Donc au niveau du lésionnel, RAS, il est désorienté. Suspicion d'alcool. Oui, non, mais certain. Mais... L'hématude de la victime, que les pompiers prenaient pour un choc traumatique, est en fait due à l'alcool. Moi, je pense qu'on peut le sortir par ici. Alors on peut essayer de le sortir plutôt de ce côté-là. Sur le quai, là, de ce côté-là. On va lui mettre le collier. Julien n'a pas remarqué de lésions graves. Les pompiers vont pouvoir extraire la victime sans déplacer les rames. Bougez pas, monsieur, bougez pas. C'est bon, j'ai l'air. Attendez, il est bloqué sous la... Attends, relax. Allez, Encore parce qu'il y a le total. Attends. Les bras sur vous. Mettez les bras sur vous. Mettez les bras sur vous. Posez la tête. Allez, c'est gagné. Doucement. C'est bon. Levez. Garde. Restez à monsieur. C'est bon. L'homme est tiré de sa fâcheuse posture et apparemment il n'a rien de grave. Vas-y. Comme ça. Est-ce que vous avez eu mal quelque part pendant la sortie? Non. Nulle part. Ok, ça y est. Et il sent bien l'alcool. Ouais, je le sens ici. Vous avez bu un peu. Vraiment désable. C'est peut-être un petit peu miraculeux, mais tant mieux pour lui. Du coup, il n'avait pas de blessure grave apparente, pas de saignement, surtout c'est ça qu'on craint, qu'il y ait des saignements ou des saignements cachés. Pas de traumatisme apparent, agité, un petit peu désorienté. C'est un bilan qui nous a permis de faire une sortie un petit peu plus facile pour nous. L'intervention a duré une bonne heure. Le courant est rétabli. La circulation du métro va reprendre rapidement. La victime est emmenée à l'hôpital pour des examens complémentaires. Elle passera surtout plusieurs heures en dégrisement. L'alcool, c'est une addiction que les pompiers côtoient malheureusement trop fréquemment. Accident de la route, rixes, violence conjugale, mauvaise chute. L'alcool est en cause dans beaucoup de leurs interventions. Il est 20 heures passées quand Franck et ses collègues sont appelés pour un homme blessé à l'arme blanche. Police se déplace, homme au sol. On va là-bas, il a la main. Bonjour. C'est vous qui êtes blessé ou il y a d'autres personnes blessées? Les deux, les gars. Après 16 ans de service, Franck a l'habitude. Il sait de suite à qui il a affaire. Des sans-abri fortement alcoolisés. Les agresseurs, c'est encore eux là? Les agresseurs, c'est encore eux? Franck doit redoubler de prudence. La rixe pourrait reprendre et il pourrait être pris à partie. Ok, restez là. Vous avez pris des coups là? Je sais pas. Sur la tête, Julie. D'accord, vous avez pris un coup de... Vous avez pris un coup de couteau? Non. Non, il n'y avait pas de couteau. Ok, on le met dans l'ambulance. Tu commences le bilan, s'il te plaît? Allez, suivez-moi, monsieur. Allez. Suivez-moi. Allez, on va monter dans la... L'homme a le visage tuméfié et couvert de sang. Allez-y, montez. Il a été roué de coups. Il doit son salut à un livreur qui passait par là. J'ai entendu une bouteille en verre cassée sur... Après, j'ai entendu au secours, la police, je suis venu. Je vois les deux en train de taper l'autre monsieur avec un barre en fer sur la tête et les coups de pied sur le visage. Et là, j'ai crié, vous laissez. Après, j'ai appelé la police. La victime s'est fait frapper à coups de barre de fer, mais il s'est défendu. Et il a blessé l'un de ses deux agresseurs en blouson orange, à l'aide d'un tesson de bouteille. D'accord. Il y a une ambulance qui va venir. Mais si, il faut aller à l'hôpital, monsieur. Les pompiers doivent absolument séparer victimes et agresseurs. Ils ont demandé le renfort d'un autre véhicule. Mais vu l'état d'ébriété des 3 SDF, la situation n'est pas facile à gérer. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, vous venez avec nous, monsieur? Vous venez avec nous là. Allez, c'est bon. Qu'est-ce que vous alliez chercher là-bas? Je sais pas. Vous savez pas? Ici. Pas. D'accord, ok. Allez, on va aller s'allonger là, d'accord? C'est bon? Il faut toute la fermeté de Franck
pour réussir à le conduire jusqu'à l'ambulance, en sécurité. Est-ce que vous avez mal ailleurs là qu'au visage? Au ventre, aux bras, aux jambes, est-ce que vous avez mal ailleurs? Est-ce que vous répondez là? Vous avez pris des coups de barre de fer aussi? C'est un couteau, comme ça. Ouais, pas ça. A priori, il n'y a pas de coup de couteau. Ça serait que des coups de poing dans le visage. Coup de poing, après on n'arrive pas trop à savoir parce que c'est un monsieur qui parle pas français. Mais a priori, non. Donnez un papier. Dans une grande ville camion, on est toujours confronté à des agressions jeudi, vendredi, samedi soir. C'est assez récurrent. On est habitué malheureusement, hein, donc on fait avec. On essaye de ne pas les prendre de haut, surtout pas, et puis de calmer la situation au maximum pour que l'opération se passe bien, quoi. L'autre victime a été blessée au visage avec une bouteille. La police vient d'arriver, ainsi que la seconde équipe de pompiers. La bouteille, elle a tapé. Elle a un monsieur ici. Une bouteille? Une bouteille, oui. Ah, vous venez avec nous, monsieur? Allez. Oui. Vous venez? Oui. C'est Jean-Michel qui prend en charge ce blessé. C'est fermé ici. Ouais. C'est fermé, s'il vous plaît. Oui, mais on va fermer. C'est fermé. La plaie est sérieuse. Une ouverture de plusieurs centimètres, juste au-dessus de l'œil. Montez, montez. La situation semble maîtrisée, quand tout à coup, elle dérape à nouveau. Non, vous montez pas. Non. L'agresseur, blessé à l'œil, refuse de quitter les lieux sans son ami. D'accord, mais on va vous emmener à l'hôpital. Non. Les pompiers font preuve d'une patience à toute épreuve. Non. Vous venez avec nous. Non. Allez, ça suffit maintenant. Non. Jean-Michel est obligé d'élever la voix pour s'imposer. Laissez travailler, monsieur. Vous nous laissez faire là? Non. Allez, Constantin. Comment non? Monsieur, vous n'avez pas le choix, faut qu'il aille à l'hôpital. Faut aller à l'hôpital. Vous avez vu ce qu'il a là à la tête là? Allez, vous venez avec nous. Grâce à un savant mélange de patience et de fermeté, les pompiers parviennent à faire monter l'homme dans leur véhicule. C'est bon? On l'allonge? C'est pas facile pour lui, personne qui vit dehors. On comprend que bon, c'est pas évident, donc on y va avec des pincettes et puis voilà, c'est de l'humain. Ça arrive souvent, hein. C'est des SDF. On est obligé de s'imposer un petit peu. C'est pour ça que tu élèves un peu la voix? Il faut pour pouvoir faire notre travail et l'emmener à l'hôpital dans les bonnes conditions. Tiens, ferme les yeux. Je te fais pas mal là? Dans l'ambulance, les pompiers réussissent à calmer la victime. Faut leur faire des points, hein. Et soignent sa profonde entaille au-dessus de l'œil. C'est ouvert d'environ 3 cm. L'année dernière, les pompiers de Gerland sont intervenus sur 150 agressions. Des situations parfois dangereuses pour les équipes, qui sont de plus en plus souvent prises à partie. Ça fait même, je dirais, quelques années que ça se dégrade de plus en plus, hein, on le voit. Quand je suis rentré il y a 20 ans, ce type d'intervention, c'était pas aussi souvent. Maintenant, ça devient assez courant. On se confronte à beaucoup plus d'agressions envers nous. Les gens n'ont plus le même regard sur nous. Donc du coup, on se sent menacé à notre tour. Les agressions verbales ou physiques envers les pompiers sont de plus en plus fréquentes. Agression à la hache dans le 7e arrondissement de Lyon. Camion attaqué à coups de boules de pétanque à Rieux-la-Pape. L'année dernière, dans le département du Rhône, 55 plaintes ont été déposées par des pompiers pour actes de violence. Une situation devenue intolérable pour les équipes de Lyon. Alors, ils ont décidé d'exprimer leur ras-le-bol devant la préfecture. On vient apporter secours à la population et en contrepartie, on est reçu malheureusement par des gens qui font preuve d'incivilité envers nos services. Donc c'est vraiment beaucoup de frustration sur nos missions. La plupart du temps, on reste quand même sur du verbal. Oui. Maintenant, le verbal, c'est quelque chose chez les pompiers, c'est quotidien. C'est tout le temps. Ça, c'est du quotidien. Et puis maintenant, l'agression physique commence maintenant à devenir de plus en plus courante. Et puis de plus en plus violente. Voilà. Ils sont de plus en plus agressifs, ils n'hésitent pas à en venir aux mains, ils sont souvent aussi armés. Une situation qui remet en cause, pour certains, leur foi en leur métier. C'est pas normal que ça fasse partie du boulot au quotidien. Ce qui me dérange le plus, c'est ça, c'est que ça existe, il y a des agressions, tout le monde le sait. Partir en intervention la nuit, de se lever pour se faire insulter, voilà, je considère ne pas être payé pour ça. Et c'est quelque chose qui commence à sérieusement me déranger dans cette profession-là. En 10 ans en France, le nombre d'agressions enregistrées à l'encontre des pompiers
a presque été multiplié par 4. Plus de 3411 violences verbales ou physiques. Le département du Rhône est l'un des plus touchés. Un constat d'autant plus difficile à accepter pour les pompiers que leur mission est de venir en aide à la population et parfois à ceux qui les agressent. Depuis une vingtaine d'années, le métier de sapeur-pompier a beaucoup évolué. Moins d'incendies, moins d'accidents de la route, mais de plus en plus d'interventions à caractère social. Personnes âgées isolées, SDF, dépressifs, sont les motifs de sortie de plus en plus fréquents, mais que les pompiers effectuent avec cœur. Il est 14 h quand une ambulance arrive au parc de Gerland pour aller au secours d'une femme de 80 ans. Ce sont des promeneurs qui ont appelé à l'aide. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame, elle a trébuché, son pied est vraisemblablement parti. Et en fait, elle est restée un petit moment au sol, c'est un petit peu ce qui nous a alertés. Elle n'a pas perdu connaissance? Non, elle n'a pas perdu connaissance, mais elle est restée quand même bien 30 secondes, je pense, un petit peu paniquée, peur d'être tombée. Et puis on vous a appelé, quoi. Est-ce que vous avez mal quelque part? Je crois que mon nez Ouais, ouais. Vous avez une petite plaie sur le nez, là, je vais vous la soigner, d'accord? Donc, La vieille dame a chuté. Son visage a heurté la dalle de béton. Yann, 40 ans, prend en charge la victime. Pas la tête qui tourne, pas envie de vomir? Non. D'accord, quel jour on est? On est dimanche aujourd'hui. Oh, ok. La cloison du nez semble déplacée. Par sécurité, les pompiers préfèrent emmener la femme passer des radios. On va vous amener à l'hôpital. 1, 2. Super. Attention rebord. Le traumatisme est surtout psychologique. Difficile d'accepter de trébucher, même à 80 ans. Si j'avais su, je serais restée à la maison. Mais ça arrive bêtement, les accidents justement, et du coup, une faute d'inattention et ça y est, et badaboum. Mais la vieille dame a aussi besoin de parler. Et elle trouve en Yann une oreille attentive. Je me suis dit, c'est tellement beau que... C'est ça. Un dimanche après-midi, vouloir se promener et dès qu'on peut sortir faire un petit peu de marche. Normalement, je fais de la natation et puis je faisais de la rando de façon régulière. Mais depuis l'année dernière, tout est arrêté. D'accord. La dame vit seule. Et avec la Covid, cette situation est devenue particulièrement lourde à supporter. Justement, je raconte ma vie. Vous avez raison. Vous voyez. On va vous emmener... C'est interlocuteur, alors oui. je m'en profite pour parler un peu. Ben voilà, c'est l'occasion. On vous emmène, on va faire une petite radio pour le nez. Ouais. On va aller sur l'hôpital Saint-Joseph. D'accord. D'accord. Dans la famille de Yann, on est pompier de père en fils. Vous avez pas froid? C'est gentil. Je vous en prie. Après 25 ans d'expérience, il a appris à écouter la détresse des victimes. On se reporte à notre maman, notre grand-mère. Donc du coup, oui, c'est important de les réconforter et d'échanger. On essaye de trouver les bons mots, les bonnes questions pour justement extérioriser toutes ces douleurs, toutes ces choses-là. Des missions qui ne sont pas toujours évidentes pour les jeunes pompiers, plutôt à la recherche de sensations fortes. Mais pour Yann, ces échanges sont devenus essentiels. Ça fait partie, pour moi personnellement, des choses qui sont très importantes, le lien social justement de ces échanges et qui peuvent nous apporter aussi, malgré la détresse des gens, nous apporter aussi des réflexions sur soi-même, pourquoi on fait ce métier. S'il rebute certains, cet aspect social crée aussi de nouvelles vocations. Les pompiers volontaires sont de plus en plus nombreux. À Gerland, ils représentent 25% des effectifs. Ce matin, Steve, pompier professionnel, montre le matériel à Célia. Graphiste, la jeune femme a souhaité s'investir dans une profession plus humaine. Faut pas que ça force, tu peux appuyer sur ce bouton, ça sera beaucoup plus facile. Ah, une fois que tu vas Elle est devenue pompier volontaire avec l'espoir de devenir rapidement professionnelle. Un véritable challenge. Je savais qu'au démarrage, je rentrais dans un monde d'hommes. J'étais la seule fille volontaire, donc ouais, je savais que c'était peut-être à moi de m'adapter plus qu'à eux.
Bon, Nico, c'est bon, t'es prête, Célia? Ouais, c'est bon. Allez, allez, tu vas... Alors Célia a dû se dépasser et bousculer ses habitudes pour s'intégrer. Pareil, avant de vérifier les groupes, on vérifie l'essence. Toujours pareil. Ah, il est hyper dur, ouais. Nom de Dieu. C'est bon. Le plus difficile, ça va peut-être plus le matériel. Parfait. Il va falloir prouver qu'on peut tenir la route, prouver qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Les femmes ne représentent que 18% des effectifs en France. Même si la plupart des pompiers, comme Steve, disent ne pas faire la différence. La cuisine, c'est nous. La vaisselle, c'est nous. Donc on se demande bien ce qu'elles apportent. Non, mais voilà, elles font partie intégrante de l'effectif maintenant. Voilà, elles font les mêmes tâches au même titre que les hommes. Steve considère même que les femmes peuvent être un atout en intervention. On fait quand même beaucoup d'agressions. Donc il y a des femmes qui sont victimes d'agressions. Et c'est vrai que avant d'arriver, 3 garçons, ils étaient encore dans ce contexte-là. Le fait qu'il y ait un personnel féminin, peut-être mieux trouver les mots, mieux se confier à quelqu'un du même sexe. Savoir écouter et faire preuve d'empathie, des qualités indispensables pour bien faire ce métier. Il est 20h quand Steve et Célia sont appelés pour une nouvelle intervention. On part sur accident routier du coup, VL avec un blessé. 2 voitures se sont violemment heurtées à un carrefour. La chaussée, mouillée et glissante, est sans doute la cause de l'accident. Le conducteur de la voiture gris clair est sorti indemne. Mais l'autre, une femme d'une trentaine d'années, est toujours assise dans l'habitacle. Je mets un collier et tout. Ouais, ça mets le collier. Allez. Ça va. Ouais, mais c'est plus Tiens parfait. la tête, madame. Vous savez à combien vous rouliez à peu près? Bah en fait, j'ai ralenti fortement et apparemment le monsieur il a grillé le feu. D'accord, ok. Ouais, mais après, c'est que du matériel. Hein. Ça va fait chier, mais... Le principal, c'est vous, là. Voilà. Hop, je me permets, je passe dessus, c'est pas... La jeune femme a peut-être eu ce que l'on appelle le coup du lapin. Une lésion courante dans ce genre d'accident. Célia met en place un collier pour protéger ses cervicales. On va aller dans l'ambulance, madame? On le prendra tout à l'heure. On va d'abord s'occuper de vous, on va monter... Mais la victime est toujours sous le choc et en colère contre l'autre conducteur. C'est sa mère en fait. Non, on va rentrer dans l'ambulance et on va aller voir. D'accord? On va s'occuper de vous. Ça va aller, Ouais, mais moi je vais faire mon travail. Allez-y, rentrez. Une fois dans l'ambulance, voilà. Célia et sa collègue font le bilan des lésions. La douleur, elle descend vraiment pas dans le dos? Non, ça va. J'ai un peu mal au fait à l'épaule. Ah, vous avez mal à l'épaule? Ouais, il y a moyen. Je vous laisse. Des informations qui seront transmises par téléphone au médecin régulateur du SAMU. Donc j'ai une personne à 99,2, 719 de pouls. Elle n'a pas de douleur particulière à part à l'épaule et ça part un peu dans le dos. Selon les recommandations du médecin, la jeune femme doit aller à l'hôpital pour effectuer des examens complémentaires. Mais elle ne semble pas réaliser la gravité de la situation. Nous, la seule chose qu'on peut vous proposer, c'est d'aller passer un petit examen complémentaire à l'hôpital. Oh, c'est bon, ça va. Bah, après, c'est ce qu'on vous conseille. Il y a quand même le choc qui a été violent, les airbags se sont déclenchés. Mais on peut pas vous forcer. Hein. Non, c'est peut-être le bassin, mais c'est rien, ça déclenche. Bah, c'est pour ça que nous, ce qu'on vous conseille, c'est ça, quoi. Oh non, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Bah, si. Un petit peu quand même. Ni Steve, ni Célia ne peuvent la forcer. Vous avez quelqu'un qui peut venir? La jeune femme devra signer une décharge de refus de transport. Ouais. On ne peut pas lutter contre ça, hein, même si on lui a bien conseillé d'y aller. Si elle veut pas, c'est son droit aussi. Bon, après, il y a son ami qui est arrivé. Ils ont plus cœur à se soucier des problèmes matériels pour l'instant. Donc voilà, ça après, nous, on peut rien y faire. La victime n'a qu'une préoccupation, les dégâts sur sa voiture. Célia tente de la réconforter. Sur ma voiture pour aller travailler. Vous avez une assurance? Oui, je sais. Bon, bah voilà, ils vont vous prêter. Surtout ça, dommage, comme un store. Je travaille 6 jours sur 7 là en ce moment. Ouais, c'est compliqué. Comme souvent après un accident, la victime craque. C'est normal après un choc. Là, il y a les émotions qui vont tout retomber. C'est normal. Vous avez fait un accident. Ouais, c'est pour ça. Sur le coup, on se rend pas compte et tout du choc, machin. Puis après coup, quand toute la pression redescend, l'adrénaline redescend, c'est là qu'on sent les douleurs. Hein? Peut-être pas la dure. Hein. Ouais, je sais. Faut pas rigoler avec les AVP. Malgré la confiance que Célia a réussi à établir, la jeune femme refuse toujours d'aller à l'hôpital.
Allez, bon courage. Merci beaucoup. Quand on fait pompier, c'est aussi pour le contact humain. Pour être là pour les autres. Je pense que personnellement, c'est aussi pour se sentir utile. Et puis c'est notre devoir aussi de les aider, de les réconforter, de trouver des mots justes et des gestes justes aussi pour répondre à leur détresse du moment. Mais Célia a vite compris que pour durer dans le métier, il fallait aussi savoir se protéger. On essaye d'éviter de se mettre à sa place parce que sinon on tomberait très vite. Mais il faut faire une carapace. Mais oui, il y a des inters qui nous touchent, évidemment. Parfois on se projette. Il faut essayer de ne pas faire ça toutes les inters, sinon on ne tiendra pas debout. Prendre du recul pour supporter des interventions parfois compliquées. Un comportement indispensable pour gérer le stress du métier. Car les pompiers travaillent au cœur de la société et en côtoient les bons et les mauvais côtés. Et il y a un autre comportement qui les met particulièrement en colère, les délits de fuite. En 2017, plus de 172 000 conducteurs se sont enfuis après un accident. Un comportement irresponsable, surtout quand il laisse une victime sur le carreau. Il est 16 h quand les pompiers de Gerland sont appelés sur un accident de la voie publique. Une vieille dame a été renversée par une voiture au milieu de ce carrefour très fréquenté. Et l'automobiliste s'est enfui. Où est-ce que vous avez mal, madame? Là, sur le côté de la poitrine, ici. Est-ce que vous pouvez nous montrer là aussi? La victime semble désorientée. Elle arrive à peine à parler. Et donc là, vous m'avez dit que vous aviez mal à la poitrine. Vous avez mal ailleurs ou pas? Après un choc aussi violent, les pompiers posent automatiquement une protection pour les vertèbres, au cas où elles auraient été touchées. Bascule un petit peu la tête en arrière si tu peux. Voilà. Les pompiers tentent de comprendre les circonstances de l'accident. Cet automobiliste a tout vu. La dame marchait en longeant les voies du tram. Donc moi je me suis arrêté parce que je ne pouvais pas l'éviter. Hein. Et les autres voitures, les deux premières voitures l'ont évité. Il y avait la place. Et la troisième a volontairement rentré dedans dans la dame qui est tombée par terre. Ça a tapé devant sur le pare-choc. Et la voiture est partie vers là. J'ai juste le temps de m'arrêter, de me retourner, de noter la plaque de la voiture. Enfin, une vitesse d'une voiture qui prend le frein. L'homme a eu le bon réflexe. La plaque d'immatriculation va permettre à la police de retrouver le fuyard. Ok, vous arrivez à bouger votre jambe? Se faire renverser par une voiture laisse souvent des lésions très graves. Je vous fais mal là? Didier et Noémie doivent rapidement faire un premier bilan. Ici, là, vous avez mal? Il y a un hématome ici, c'est nouveau ou pas? Est-ce que vous avez mal là où il vous touche? Le premier bilan est rassurant. Cette dame de 71 ans ne souffre apparemment d'aucune lésion vitale. Mais Didier suspecte un problème au niveau de la hanche. On va faire un au de la hanche? On va vous mettre dans l'ambulance, on va se mettre au chaud, comme ça on va pouvoir regarder tout au chaud, c'était mieux que par terre. Pour plus de confort pour leur patiente, Didier et Noémie terminent leur bilan dans l'ambulance. Allez, on va enlever la manche, madame. La vieille dame souffre beaucoup, mais les pompiers ont du mal à déterminer l'origine de ses douleurs. Le poignet, vous avez mal? Non. Le coude? Des côtes, en dessous des côtes? Là, ça fait mal, là? Oui, ça me fait mal. Faites une grande inspiration. Ça augmente la douleur? Vous pouvez pas le faire? Ok. Ça, c'est une fracture ou une côte fêlée, ça... C'est que la radio qui peut confirmer. La femme s'en sort bien, mais elle est choquée. Surtout par l'attitude de l'automobiliste. C'est qu'il a tourné la voiture, elle est rentrée sur moi et après s'est sauvée. Pourquoi il n'a pas arrêté? Pourquoi il n'a pas arrêté? Bon, de toute façon, il y avait du monde dans la rue. Hein. Les gens, ils ont vu. Hein. Ils l'ont dit à la police. Ils vont probablement en parler à la police. Didier fait tout pour rassurer sa patiente. Comme elle, le comportement de l'automobiliste le révolte. On y va. Mais avec l'expérience, il a appris à faire abstraction de ses propres émotions.
C'est assez fréquent, ces accidents avec ce type de délit de fuite. Soit c'est des véhicules qui ne sont pas rassurés, soit les personnes ne possèdent pas le permis de conduire, donc du coup, ils n'ont pas envie d'avoir affaire trop aux forces de l'ordre. Donc ils s'en vont, et puis après, c'est à la police de mener l'enquête. Donc pour nous, on fait abstraction de tout ça. Tout ce qui nous importe, c'est la victime, son devenir. Un dévouement dont les pompiers s'imprègnent très tôt. Noémie, qui a pris le relais de Didier dans l'ambulance, n'a qu'une vingtaine d'années. Mais déjà, elle possède cette empathie indispensable à son métier. Vous avez entendu? On va à l'hôpital Édouard Herriot. Et on a récupéré votre sac, on a toutes vos affaires, ils se sont occupés de votre maison. Plus qu'à vous détendre. Celui-là, il est rentré direct sur moi. Non. De toute façon, la police, comme elle vous a dit, elle va vous envoyer un papier à la maison et vous expliquerez tout dessus, d'accord? Même s'il le retrouve, il pourra pas mentir. Je pense que ça fait partie de notre métier, un peu de savoir pouvoir les rassurer. Surtout quand ils sont un peu paniqués à cause de ce qui vient de se passer, le fait de leur parler, ça peut permettre d'apaiser, de se calmer un peu et la douleur peut être un peu moins importante après. On peut faire que ça quand on peut pas donner de médicaments. On fait au mieux. Finalement, les radios indiqueront des côtes fêlées. La vieille dame a eu de la chance, car sur les routes, 30% des morts sont des piétons et les principales victimes, des personnes âgées. Pour aujourd'hui, la mission des pompiers se termine. Didier et Noémie sont satisfaits du travail qu'ils ont accompli. Sur la voie publique, la personne elle est un petit peu livrée à elle-même, j'ai envie de dire. Donc je pense que de nous voir, ça réconforte. Et puis pour nous, tout simplement notre métier, de porter assistance à ces personnes. Et puis pour leur prodiguer les meilleures aides qu'on puisse leur donner. On fait 80% de secours à la personne, donc on s'engage... Aujourd'hui, on s'engage pour ça. Un travail exigeant, pour lequel les équipes ont besoin de se serrer les coudes. Régulièrement, ils organisent des sorties sportives. Allez, allez, va. Au programme aujourd'hui, Putain, je vais me salir là. 30 km de VTT dans les Monts Lyonnais, à l'ouest de la métropole. L'occasion de passer un bon moment ensemble. Chute à l'arrière du peloton. Désolé. Mais aussi de renforcer les liens entre eux. Eh mon lieutenant. C'est un métier où on a besoin de cohésion parce qu'on a toujours besoin d'un autre, on a toujours besoin d'un copain qui vient nous donner un coup de main. Et dans ce genre de sortie-là, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à forger la cohésion de tout le monde. Et Babas, il change ses vitesses dans la côte, il est fou. C'est bien, Babas. Les vrais, c'est ceux qui appuient sur les câbles. Une cohésion de groupe qui leur permet de se dépasser. C'était limite, là. À vélo, mais aussi pendant les interventions. Aujourd'hui, il y a certaines difficultés, le groupe fait qu'on y arrive à les franchir, et ben l'intervention ça peut être pareil. Le fait que derrière on est un groupe, on sait qu'on peut se reposer sur les copains, et ben on va oser franchir ce palier-là, ce pour quoi on a été formé mais qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours. Allez Franck, hein. Allez, c'est bientôt fini Franck. La douleur, On est tous pompiers, on est tous ensemble. Donc là, c'est sorti, ça permet de ressentir un petit peu la vie de caserne en quelque sorte, une sorte de vie de famille améliorée quoi. Alors non, pas améliorée parce que ma femme elle va me tuer. À la maison, c'est comme à la maison. Quand je t'ai entendu, j'ai dit Une solidarité Vous êtes prêts les gars? dont ils ont bien besoin en intervention. À Lyon, l'an dernier, Dominique, Franck, Hervé, Yann et tous leurs collègues de Gerland ont réalisé près de 8000 interventions. Un engagement au quotidien pour tenter de sauver un maximum de vies.